Bismillahirrahmanirrahim. Pour cet exemple, on va voir comment faire la datation par le carbone 14. Vous voyez que dans la haute atmosphère, les rayons cosmiques provoquent des réactions nucléaires qui libèrent des neutrons. Ces neutrons, une fois ralentis, sont absorbés par des noyaux d'azote au cours d'une réaction qui donne naissance à du carbone 14 et à une autre particule, le carbone 14 ainsi créé est radioactif. Le carbone 14 est alors assimilé comme le carbone stable, carbone 12, par les plantes au cours de la synthèse chlorophyllienne. Pendant toute leur vie, la proportion de carbone 14 reste très stable dans les plantes. À leur mort, la quantité de carbone 14 décroît par radioactivité. Il suffit donc de mesurer la proportion de carbone 14 restant dans l'échantillon étudié pour dater sa mort. Vous voyez, le carbone 14 est déduit par l'absorption de l'azote d'un neutron dans la haute atmosphère. Après, le carbone 14 se désintègre s'il n'est pas dans l'être vivant, parce que il est dans un être vivant, il est constant. Le carbone 14 ne se désintègre pas parce qu'il se renouvelle par cette réaction. Le carbone 14 donne l'azote plus un électron. Puis l'azote absorbe de nouveau un électron et nous donne le carbone 14. Et ainsi de suite. Donc il y a c'est cyclique, le carbone 14 cyclique dans la nature vivante. Après la mort, donc après la mort de l'être vivant, vous voyez dans ce schéma les étapes de la création du carbone 14. L'azote 14 est bombardé par un neutron. Il nous donne le carbone 14 plus un proton. Puis la création du carbone 14 le carbone 14 est absorbé par les plantes sous forme de CO2. Ces plantes sont mangées par les animaux. Donc, dans les animaux, il y a, ou des êtres vivants en général, il y a le rapport de carbone 14 sur le carbone 12 est constant. Il est égal à 1,3 fois 10 à la puissance moins 12. Dans les êtres vivants, il est constant. Quand il est mort, vous voyez que ce rapport se décroît. Il se décroît avec le temps. Donc, ce rapport ne permet de dater les fossiles ou les êtres vivants qui sont morts. Ce rapport, on va le mesurer aujourd'hui. On va faire la différence. On trouve la date de la mort de ce fossile ou de cet animal. Donc, vous voyez que dans le carbone 14, la période de carbone 14 est égale à 5568 ans. Donc, à partir de cette période, on peut dater les fossiles
ou tout ce qui est ancien qu'on peut trouver dans la nature. Donc, dans cette courbe, on va voir l'évolution dans le temps d'un échantillon macroscopique d'atomes radioactifs de carbone 14. Échantillon macroscopique N0 très grand. Vous voyez N0, nombre N de noyaux de carbone 14 restant en fonction de temps. Vous voyez, si vous voulez déduire la période de demi-vie, il suffit d'appliquer la définition. C'est la durée nécessaire pour que la moitié des noyaux initialement présents dans un échantillon macroscopique se soit désintégré. Et c'est une caractéristique de noyau radioactif. Il caractérise le noyau radioactif. Bon, vous voyez, N0 sur 2 correspond à la période T1,5. Il est égal à 5568 ans. Après deux périodes de T1,5, 11136 ans. Après 3 T1,5, il y a 16704, ainsi de suite. Donc, au bout, on peut utiliser encore la formule suivante. Au bout de n demi-vie, le nombre de noyaux restants est donc n restant est égal à n0, 2 à la puissance n. Attention à cette formule, elle est très importante. On l'a utilisée pour déduire l'âge d'un fossile, pour faire la datation avec le carbone 14 ou avec l'uranium, ou avec les éléments radioactifs. Donc, cette courbe est très importante. Vous voyez comment ça se passe. Donc, vous voyez que cette courbe N de T en fonction de temps nous donne comment déduire la période T1,5. Et vous voyez que plus un nucléide est radioactif, plus il se désintègre vite. Donc, puisqu'il se désintègre vite, on dit que sa période est courte. Plus courte est sa période. Donc, plus la période est très courte et plus courte, plus l'élément radioactif se désintègre très vite. Voilà quelques exemples. Pour le BE8, c'est un élément radioactif qui a une période de 6,7 fois 10 à la puissance en moins 17 secondes. Elle est très courte, donc il se désintègre très vite. Pour le carbone 14, vous voyez sa période est 5730 ans. Il est moyennement radioactif, il ne se désintègre pas trop. Pour l'uranium 235, sa période est très lente, 703 fois 10 à la puissance 6 ans, c'est-à-dire 703 millions ans. Donc, il est faiblement radioactif. Tout ce qui a une période à l'ordre de 10 à la puissance 9 ans, il est parmi les noyaux qui sont faiblement radioactifs. Pour les noyaux qui ont
une période à l'ordre de 10 à la puissance 12 ans, ils sont parmi les noyaux qui sont stables. Ils ne se désintègrent pas. Voilà comment faire la datation au carbone 14. Il se fait de mesurer le rapport carbone 14 sur le carbone total qui est carbone 12, qui est constant dans un être vivant. Ce rapport reste constant dans un être vivant. Il ne change pas. Il est égal à 1,3 fois 10 à la puissance moins 12. À sa mort, le carbone reste piégé et se désintègre. Quand l'animal ou l'être vivant est mort, ce rapport se décroît. Vous voyez, il se décroît jusqu'à le nombre d'années depuis la mort de l'être vivant. Rapport, on mesure le rapport carbone 14 sur le carbone 12 dans un être vivant mort. Il est mort. On mesure ce rapport. On le place dans la courbe. Puis on le projette sur la courbe. On va savoir le nombre d'années depuis la mort de l'être vivant. Voilà la méthode qu'on fait en utilisant le rapport de carbone 14 sur le carbone total qui existe dans un échantillon trouvé qu'on veut voir son âge. Donc, vous voyez que le carbone 14 ne peut pas nous donner tous les âges. Il nous donne seulement la datation de 50 000 ans, environ 50 000 ans. Donc, puisque Lucie l'Australopithèque a 3,2 millions d'années. Donc, on ne peut pas dater ce Lucie avec le carbone 14 parce que sa période est seulement 5730 ans. Donc, on va utiliser d'autres éléments chimiques comme l'uranium, par exemple. Voilà, on va faire un exemple. Donc, dans cet exercice, on va voir une méthode de datation par le carbone 14. Première question, donnez la composition des noyaux carbone 12 et carbone 14. Comment appelle-t-on de tels noyaux? Deuxième question, écrire l'équation nucléaire relative au deuxième paragraphe de texte correspondant à la réaction d'un neutron sur un atome d'azote. Quelle particule apparaît en plus de carbone 14? Troisième question, le carbone 14 est radioactif, bêta-. A. Quelle est la nature de ce rayonnement? B. Écrire l'équation de la réaction nucléaire relative à la désintégration radioactive de carbone 14 en un noyau non excité. Qu'appelle-t-on période radioactive ou demi-vie d'un radionucléide? Quelle est celle de carbone 14? Cinquième mot, dans un échantillon de bois vivant, on détecte un atome de carbone 14 pour 10 à la puissance 12 atomes de carbone 12. Dans un morceau de bois ancien, mort,
on constate qu'il n'y a plus qu'un atome de carbone 14 pour 8 fois 10 à la puissance 12 atomes de carbone 12. Donc, qu'il est l'âge de ce morceau de bois mort. Bon, on va faire la correction de cet exercice. Vous avez quelques données. Variation du nombre de noyaux de carbone 14 dans un échantillon de carbone. Voilà la courbe qui présente la variation du nombre de noyaux carbone 14 existe dans un échantillon de carbone. Puis, extrait de la classification périodique des éléments. C'est un extrait. Vous aide à connaître quelques noyaux fixes. Bon, on va faire la correction de cet exercice. Donner la composition des noyaux carbone 12 et carbone 14. Comment appelle-t-on de tels noyaux? Donc, premièrement, la composition des noyaux carbone 12, 6 et carbone 14, 6. Donc, pour le carbone 12, 6. Pour le carbone 14, donc on sait que le symbole est AZ. Donc la composition s'agit de déterminer le nombre de noyaux, le nombre de nucléons existe dans le noyau. Donc pour les protons, c'est toujours Z, c'est 6. Z égale 6. Donc nous avons 6 protons. Pour les neutrons, A-Z, donc c'est N égale 12 moins 6 égale 6. Donc on a 6 neutrons. Donc 6 protons, c'est neutrons. Donc pour le carbone 14, nous avons le nombre de protons, c'est 6. Donc 6 protons. Le nombre de neutrons, c'est 14 moins 6. C'est 8. Donc oui, 8 neutrons. Donc, ces protons, 8 neutrons. Donc, qu'appelle-t-on ces deux noyaux? Ce sont les isotopes de carbone. Voilà, ce sont les isotopes de carbone. Bon, deuxième question.
écrire l'équation nucléaire relative au deuxième paragraphe du texte correspondant à la réaction d'un neutron sur un atome d'azote. Quelle particule apparaît en plus de carbone 14? Donc, écrire l'équation nucléaire. Donc, pour écrire l'équation nucléaire, sur la réaction d'un neutron sur un noyau de l'azote, donc nous avons un neutron plus un noyau d'azote 14,7 nous donne le carbone 14,6 plus une particule qu'on va trouver avec la conservation de masse et la conservation de charge. Donc, nous avons ici 7 plus 0, c'est 7. Donc, 7 plus 1, 6 plus 1, c'est 7. Donc, il nous faut ici 1. Ici, nous avons 14 plus 1, c'est 15. Donc, 14 plus 1. Donc, c'est un proton. C'est un proton ou c'est un oxygène, l'hydrogène. Le proton, c'est l'hydrogène. Donc, voilà notre équation nucléaire. C'est l'absorption de neutrons par l'azote. Il nous donne carbone 14 qui est radioactif plus un proton. Et cela d'après la conservation de masse et la conservation de charge. Donc cette particule s'appelle donc le carbone 14 plus une particule appelée le proton. Voilà, c'est plus une particule appelée le proton. Bon, le carbone 14 est réactif β-. Troisièmement, 3A, quelle est la nature de ce rayonnement? Donc, si le carbone 14 est radioactif, β-, il émet un électron noté. Donc, troisièmement, A. Donc, carbone 14 émet une particule β-. Donc, il s'agit d'un électron moins 1, 0. Donc, troisièmement B,
écrire l'équation de la réaction nucléaire relative à la désintégration radioactive de carbone 14 en carbone 12 non excité. Donc, puisqu'il s'agit d'un noyau de carbone 14 non excité, vous devez ajouter le rayonnement gamma. Donc, troisièmement, B. Donc, l'équation nucléaire de carbone 14 il nous donne un noyau fils d'azote plus un électron plus un rayonnement gamma. Donc, le carbone 14 nous donne une particule bêta- qui est un électron. Donc, il s'agit de la radioactivité bêta-. Donc, il émet un électron. Le carbone 14 se désintègre en émettant un électron. Donc, d'après la conservation de masse, 14 plus 0, c'est 14. 7 moins 1, c'est 6. Voilà notre équation de carbone 14. Vous voyez, on obtient de nouveau le noyau d'azote d'après qu'est-ce qu'on a dit dans ce paragraphe. Il y a la transformation cyclique de carbone. Donc, il y a toujours la création de carbone 14 dans les êtres vivants. C'est pourquoi qu'il est constant dans les êtres vivants. Donc, quatrièmement, qu'appelle-t-on période radioactive ou demi-vie d'un radionucléide qu'il est celle de carbone? Pour la définition, on l'avait vu, c'est le temps où les noyaux se réduisent en moitié, en N0 sur 2. Donc, pour avoir la période, il se fait de projeter N0 sur 2 dans le tableau, dans la courbe que vous avez. Donc, nous avons quatrièmement, voilà, quatrièmement, on a dit que la définition, c'est la moitié des, c'est le temps où la moitié des noyaux présents initialement se désintègrent, c'est-à-dire il est égal à N0 sur 2. Donc, d'après le graphe que vous avez N de T, vous avez T, vous avez N0, votre courbe, voilà la moitié, N0 sur 2, on fait la projection, voilà, T 1,5, vous allez trouver qu'il est égal à 500, il est égal à 5000
5570. 5570 ans. Voilà, la période est égale à 5570 ans. Voilà, c'est comme ça qu'on tire la période dans un graphe. Donc, on va voir cinquième mot, cinquième question. Bon, cinquième mot. Dans l'échantillon du bois vivant aujourd'hui, par exemple T1, on détecte un atome de carbone 14 pour 10 à la puissance 12 atomes de carbone 12. C'est-à-dire, cinquième mot, pour un atome de carbone 14 pour 10 à la puissance 12 carbone 12. Dans le bois vivant. Après un certain T, un atome de carbone 14 pour 8 fois 10 à la puissance 12 carbone 12. Donc après un certain temps qui était, quand il était vivant, un carbone 14, un atome de carbone 14 pour 10 à la puissance 12. Quand il est mort, donc mort, il présente 8 fois 10 à la puissance 12. Comme si 1 sur 8 atomes de carbone 14 pour 10 à la puissance 12, carbone 12. Ça veut dire que après un certain temps, quand le bois mort, le carbone 14, un huitième atome de carbone 14 ne présente que 10 à la puissance 12. Ça veut dire, en cas général, si nous avons N0 initialement, après un T, quand il est vivant, il a N0 vivant. Après, il est mort. Après sa mort, il a N0 sur 8. Voilà, mort. Donc, il y a diminution de nombre de noyaux parce que le carbone 14, quand l'animal ou le bois vivant, il est constant, quand il est mort, il y a la décroissance de nombre de noyaux de carbone 14. Après ce temps qu'on cherche, il n'y a que N0 sur 8. Donc, nous avons la loi de décroissance qui est égale à N0 en moins lambda T. On cherche ce T, il est égal à N0 sur 8. Donc, on simplifie par N0, en moins lambda T égale 1 sur 8.
Donc, on introduit le logarithme népérien. Ln E moins lambda t égale ln 1 sur 8. Donc ici nous avons moins lambda t, ici nous avons moins ln de 8. Moins lambda t égale moins ln de 2 à la puissance 3. 2 fois 2 fois 2, c'est 8. Donc, ça nous donne moins 3 ln de 2. Donc, t égale 3 ln de 2 sur lambda. Vous voyez que ln de 2 sur lambda, c'est t 1/2. Voilà, t est égal 3 t 1/2. Il est égal 3 fois 10, 5, 70. Il est égal presque à 6710 ans. Donc voilà l'âge de ce bois. C'est 6710 ans. Vous pouvez appliquer l'autre formule. On a N0 et N en général est égal à N0 2 à la puissance N, qui est égal à N0 sur 8. On simplifie, on trouve 2 à la puissance N, 1 sur 8. Ça nous donne que 2 à la puissance N est égal à 8. On a introduit le logarithme pour trouver n. C'est n ln de 2 égale 3 ln de 2. On simplifie par ln de 2. On trouve que n égale 3. Voilà, on trouve la même chose. T. Donc, pour que le noyau, pour qu'il reste 0 sur 8, il faut un taux de T égale 3 T 1/2. Qui est égal à 6710 ans. Voilà la méthode pour trouver l'âge de bois mort. C'est simple. Il faut appliquer les deux formules de la loi de décroissance radioactive. N0 sur 2 à la puissance n et l'autre n0 au moins lambda t. Donc il faut savoir le nombre de noyaux qui restent après le temps voulu. Merci pour votre attention.